bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité. Les beaux jours doivent commencer à arriver chez vous. En tout cas, ici dans le sud, ils sont déjà là depuis quelque temps. Il fait bien chaud, même la nuit, ça y est, la couette, elle commence à sauter. On n'a plus trop besoin de se couvrir, sauf peut-être en fin de nuit. Mais là, ça y est, ça commence, ça arrive. Alors, je sais que ceux qui sont plutôt dans la région parisienne, il y a eu pas mal d'orages. Donc, je pense que ça signifie qu'il y a eu quelques chaleurs il y a pas très longtemps, quoi. Bon, c'est plutôt bon signe pour le fitness. Pourquoi ? Parce que souvent, quand les beaux jours arrivent, il y a une petite tendance à détacher les petits kilos verrouillés de la période froide. Et ça, tous les ans, on le vérifie. C'est-à-dire qu'à régime égal, quand il fait plus chaud, vous avez tendance un petit peu à libérer. Alors, c'est pas forcément du gras, mais c'est surtout, à mon sens, de la rétention d'eau, parce qu'on transpire un petit peu plus et on a moins besoin de ça. Après, certainement que physiologiquement, on a moins besoin d'un petit surplus de graisse, d'un petit manteau de graisse pour se maintenir au chaud, en fait. Donc, du coup, s'il n'y a pas de raison qu'il soit maintenu, il disparaît. Faut pas oublier que le corps est intelligent, il s'en fout d'avoir des abdos, lui ce qu'il veut c'est fonctionner correctement. Et d'ailleurs, ça sera un des thèmes du podcast qui s'appelle comment savoir si vous êtes en forme ou pas, parce que le terme forme est utilisé un peu à toutes les sauces. T'as la forme, pas la forme. Alors ça veut dire quoi ? Avoir des abdos, courir vite, ça veut dire quoi être en forme ? Et en fait, il y en a qui ont répondu à ça. On va en parler et on va voir un petit peu si chacun d'entre nous est en forme ou pas, quoi, tout simplement. Bon, on commence avec les divers sujets du podcast. Le premier étant le sport en chambre diminue, un article anglais qui d'ailleurs s'affiche pas. Ah si, c'est bon, il s'affiche. Le gros titre, c'est « Voici à quelle fréquence la plupart des gens ont des relations sexuelles en ce moment ». Est-ce qu'ils répondent déjà à cette question? La réponse est non, il n'y a pas réellement de chiffres précis. Par contre, ce qu'ils disent, c'est que depuis 1999, il y a tout simplement plus d'options de divertissement qu'il y a 20 ans. Donc en fait, les choses évoluent et donc du coup, il y a moins d'envie et de besoin d'avoir des relations sexuelles, tout simplement. Donc en fait, globalement, c'est en baisse. Donc c'est pas forcément que la libido est en baisse, même si c'est le cas, mais c'est plutôt que les options de divertissement en fin de journée ont augmenté. C'est-à-dire que avant, la sexualité était simplement en compétition avec un roman, un bouquin ou des chaînes de télévision, et quand il y avait rien à faire, il y avait plus d'espace pour les relations sexuelles. Je sais que c'est pas très glamour de parler des relations sexuelles comme ça. Tout le monde aimerait que ce soit toujours dans l'euphorie, le plaisir intense et la spontanéité. Sauf que il y a une réalité aussi, et que je trouve ça plus culpabilisant qu'autre chose que de dire que la sexualité devrait toujours être de manière sauvage, spontanée, comme dans les films un petit peu, vous savez. Ça, c'est pas vraiment la réalité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la sexualité est en compétition avec par exemple Netflix, Amazon Prime, Disney+, Instagram, Facebook, tout ce qu'il peut y avoir, YouTube également, les jeux vidéo. Donc il y a tout un tas de choses qui viennent se mettre en concurrence directe avec les activités sexuelles, et notamment dans la chambre à coucher, parce que tout ce que je viens de citer là peut être pratiqué dans la chambre à coucher. Quel est le rapport avec le fitness ?
C'est un rapport dans le sens où, pour moi, ça reste une activité plaisante, bénéfique, au niveau mental et au niveau physique. Déjà, d'avoir une bonne libido, ça joue quand même sur. C'est quand même un bon indicateur d'un statut hormonal qui fonctionne pas trop mal, quoi. Et puis, au niveau psychique, d'avoir des relations sexuelles régulières, on va dire, ça a plutôt un effet positif sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, etc. Et également au niveau de la forme aussi, ça maintient un peu en forme. Alors évidemment, il faudra en faire peut-être beaucoup pour être bien sec et déchiré, mais globalement, tout ce qui amène à être un peu actif, je trouve que c'est intéressant. Donc ils disent qu'il y a une baisse du bonheur et une augmentation de la dépression depuis 1999. Donc c'est quand même bizarre de se dire qu'on a de plus en plus de divertissement, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de choix. On a de plus en plus de choix pour se divertir en fin de journée. Je dis en fin de journée parce que la journée, logiquement, on est censé bosser. Pourtant, ça va de plus en plus mal. Bon. Et ils disent que la fréquence des rapports sexuels semble diminuer. Les gens semblent également élargir leur répertoire sexuel pour essayer de se stimuler, en fait, avec des jouets, avec la masturbation, pour se sentir satisfait sans avoir forcément besoin de rapports sexuels. Mais ça... Moi, je suis pas contre. Au contraire, pour les gens qui sont seuls, ils ont le droit aussi bien que tout le monde que d'avoir une libido, d'avoir des pratiques sexuelles comme ils le souhaitent, quoi. Et ils disent, il n'y a pas que les adultes. Des recherches, plus récentes montrent qu'un nombre croissant d'adolescents ne se livrent à aucune activité sexuelle. Cela pourrait être partie due à la facilité d'accès au contenu sexuel en ligne, ainsi qu'à une vision évolutive de la sexualité et du genre chez les jeunes. Alors par exemple, il est moins anormal maintenant pour quelqu'un de s'identifier comme asexuel. Bon, il y a tout. Bon, ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a tout un courant, vous savez, non au porno, non à la masturbation, ce qu'on appelle nofap et tout ça. D'ailleurs, FAP, je crois que c'est Michael Gundil qui en parlait, qui disait que d'où ça venait, j'ai jamais regardé, mais nofap, FAP, je crois que c'est le bruit que ça fait, FAP, quand il y a masturbation. Je sais pas si ça fait le même bruit pour les hommes et les femmes d'ailleurs, mais voilà, ça vient de là. Et eh bien, moi j'ai du mal à voir le côté bénéfique de cette pratique. C'est-à-dire de pas se masturber ou de pas... Enfin voilà, je trouve ça... De pas exprimer son désir, sa libido et tout. Alors peut-être que j'ai une vision pessimiste des choses, vous allez me dire, mais s'il y a des gens qui sont borderline, qui sont à la limite d'enfreindre la loi, etc., du côté des abus sexuels et tout... Est-ce que de dire que c'est pas bien ne va pas créer plus de frustrés de ce côté-là ? Je sais pas, moi c'est il me semble bizarre de ne pas écouter, parce que physiologiquement les désirs qu'on a sont bien présents. Donc c'est-à-dire que notre corps nous pousse à exprimer notre désir. Et en fait, c'est aller à l'encontre de ça. Alors je sais, c'est un petit peu comme par exemple les produits sucrés, sauf que les produits sucrés, c'est la faim en fait qu'on a à la base. C'est qu'on a faim, on a envie de manger et on a des alternatives de mauvaise qualité et de bonne qualité. Je vois la sexualité de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des mauvaises pratiques sexuelles et des bonnes. Et donc du coup, il faut laisser peut-être exprimer un peu sa libido. Alors il y a la théorie du taux de testo qui augmenterait, tout ça c'est faux. C'est plutôt la frustration et l'énervement à mon avis qui montent et donc du coup on est plus agressif. Et c'est pour ça l'agressivité, je pense qu'elle est déjà suffisamment présente autour de nous aujourd'hui. Est-ce que ça sert à quelque chose de la surexploiter ? Alors visiblement ça baisse après un certain temps. Cette notion d'agressivité quand les gens se privent de ça. Mais globalement, moi, ça me paraît étrange que surtout chez des jeunes, la libido, le désir sexuel soit diminué. En fait, on a tendance aujourd'hui à... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un petit peu comme... on est en train de s'américaniser de ce côté-là. On est dans un pays, en France, où il y avait une forme de plutôt liberté là-dessus sur la sexualité, ça c'était même un sujet humoristique à la télévision et tout. Et aujourd'hui, ça devient quelque chose. Dès on parle de sexualité, c'est la pornographie, c'est le mal, c'est la soumission des femmes, c'est la mauvaise éducation des adolescents qui perçoivent la sexualité de la mauvaise manière et tout. Bon, peut-être.
Mais de là à parler que du négatif, ça me semble bizarre, puisque derrière, il y a quand même un équilibre psychologique qui va s'installer, et de voir la sexualité comme négatif, les gens vont pas savoir pourquoi ils pètent une durite, en fait. Tout simplement parce que leur libido n'est pas exprimé. Donc voilà. Je vais pas faire du Freud en parlant que tout est relié à la libido, mais je pense qu'il avait pas tort, en fait, sur tout. Freud, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises sur les théories purement libidinales, je sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais il y a quand même une part de réalité des actes du quotidien, du développement des individus, des choix qu'on va faire qui est lié à la libido, quoi. Voilà. Bref, premier article, en gros, faut dire les choses telles qu'elles sont, on baise moins qu'avant. Allez, deuxième article que j'ai récolté pour vous, que j'ai récupéré pour vous, je sais pas si on peut dire récolté, je l'ai bien apprécié parce que ça fait partie des domaines que j'aime bien, moi vous savez, de rendre ludique des choses qui ne le sont pas forcément pour tout le monde, et là notamment c'est le cardio. Donc le cardio, sauf si vous êtes un accro aux endorphines qui sont procurées par la course à pied, le vélo, enfin peu importe. Si vous n'avez pas cette addiction-là, qui est une saine addiction, je trouve, vous avez peut-être du mal à faire du cardio. Et d'ailleurs, ces addictions, on voit beaucoup. Pour moi, addiction au sport ou addiction à la nourriture saine, il me semble que ce n'est pas une mauvaise addiction. C'est quelque chose qui rassure ceux qui font mal, mais c'est pas forcément quelque chose qui fait enfin, ça peut pas faire du bien. J'ai du mal en fait avec ça. On peut être addict au sport sans que cela soit négatif. Ce qui est déraisonnable, c'est d'être addict à se punir en fait. C'est-à-dire d'être addict au fait de faire quelque chose quand ça nous donne des effets négatifs. C'est-à-dire que l'addiction au sport peut devenir une vraie addiction quand, par exemple, vous ne récupérez plus, vous êtes fatigué, il faut vous reposer et vous faites encore du sport. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même vous avez quand même une sacrée marge de manœuvre. Et de parler d'addiction au sport au même rang qu'une addiction à l'alcool, aux drogues ou au tabac, ça me semble un petit peu étrange d'en parler dans ce sens-là. Enfin bon, surtout quand on verra dans un autre article que il y a assez peu finalement de réalité comme ça qui peut s'expliquer, puisque justement on voit que l'activité physique est de moins en moins présente et c'est une des causes du surpoids et de l'obésité. Bref, donc si vous aimez pas trop faire du cardio, ça peut se comprendre. Moi, quand j'ai démarré la muscu, il y a une quinzaine, même plus d'années, le cardio, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire juste pour augmenter un peu sa dépense calorique afin de pas trop descendre les calories de sa diète, quoi, pour essayer d'avoir un petit peu de dépenses caloriques supplémentaires au quotidien. Donc, j'avais pas forcément une attirance forte pour le cardio, même pas du tout. Je préférais pousser des barres. J'aimais la muscu. Le cardio, c'était vraiment quelque chose que je devais faire un peu contraint et forcé, quoi. Et c'est vrai que on prend exemple souvent sur les gens chez qui ça a fonctionné. Donc on regarde qu'est-ce qu'ils font comme type de cardio. Donc souvent c'est de la course à pied, c'est de la marche, ou c'est du vélo, du stepper, du stairmaster, des choses comme ça, du rameur. Bon, ou de la natation. Et on se pose pas forcément la question de savoir s'il existe des formes ludiques de faire du cardio. Et là, il y en a une c'est d'actualité, donc d'actualité. La pratique non, mais ça revient au goût du jour. C'est ce qu'on appelle le hula hoop. Est-ce que vous vous rappelez du hula hoop ? Le hula hoop, c'était de mettre un cerceau autour de la taille et de le faire tourner comme ça autour de la taille sans le faire tomber. Alors, moi, j'ai jamais été très fort à ça. Si vous voulez imaginer à quoi ça ressemble quand je fais du hula hoop, imaginez-vous Mr Bean sur la piste de danse, vous savez, là, quand il fait des avant-arrière. Donc moi, il y a tout le tronc qui bouge. C'est insupportable. J'ai aucune mobilité de hanche. Donc du coup, moi, le cerceau, pour qu'il reste en place, il fallait vraiment que je fasse des gestes obscènes avec mon bassin pour que le cerceau ne tombe pas. Mais bon, tout le monde n'est pas comme moi, j'imagine que vous avez une certaine petite mobilité, et donc du coup, si vous avez dans la cour de récréation pratiqué ça, donc je pense plutôt si vous êtes une nana, parce que les mecs le faisaient pas trop, sachez que c'est une méthode qui revient au goût du jour.
Donc il y a un subreddit qui existe pour le hula hoop qui compte 16 000 membres et les vidéos d'exercices de hula hoop sur YouTube accumulent régulièrement des centaines de milliers voire des millions de vues. Et selon une étude réalisée par l'American Council on Exercice, le hula hoop brûle en moyenne 210 calories pendant une séance d'entraînement de 30 minutes. Donc c'est pas rien, hein, 30 minutes, 210 calories. Si vous aimez ça, c'est drôle en plus. Donc ça peut le faire, quoi. Alors j'ai vu, il y a des cours gratuits sur YouTube. Je vous mettrai le lien de l'article en question, comme ça vous pourrez aller voir. Et de faire un petit cours comme ça de cerceau, ça peut être sympa. En plus, vous pouvez le faire, je sais pas, peut-être en groupe, ou ça peut être une manière sympa de le faire. En tout cas, moi, ça me semble ludique. Et ce qui est comparable, ils disent, à un effort de course de style bootcamp, du step aérobique ou du cardio sous forme kickboxing, pardon. C'est peut-être pour cela qu'il a attiré l'attention de célébrités comme Catherine Zeta-Jones, donc qui dit avoir fait ça, et Jennifer Hudson, ou peut-être que leurs pelotons sont juste cassés. Alors je sais pas. Mais en tout cas, le hula hoop est intéressant. Alors, il y a même des gens qui le font avec des cerceaux lestés, pour toujours plus, hein, mais commencer par un cerceau normal. Mais moi, ce que je vois là-dedans, et je pense que peu de personnes l'ont vu, en fait, et en parlent, c'est que ça vient mobiliser la zone au niveau du tronc. Donc très bonne chose, puisqu'on va bouger cette zone-là. Mais la deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que ça vient avoir une action massante sur le tissu adipeux du bide et du bas du dos, qui sont des zones qui globalement stockent du gras. Donc messieurs, si vous avez du mal à perdre sur le bas du dos et sur le bas du ventre, faites du hula hoop. Voilà, je l'ai dit un peu vite. Ça peut aider. Pourquoi ? Parce que le massage, je vous en avais parlé dans certaines études, aide un petit peu à mobiliser les graisses qui sont stockées sur la zone que l'on masse, et là, d'en faire du cardio en même temps, ça peut être peut-être une bonne combinaison. Donc ne vous bridez pas sur les formes de cardio. Bougez, c'est la clé, en fait. De rester en action, c'est la clé. Et si vous pouvez trouver un côté un peu ludique de faire du cardio, voilà. Après, je sais que si vous vous mettez en plein air avec votre cerceau au bord de la plage pour faire votre séance avec votre petite enceinte portable, je sais que tout le monde n'assumera pas ça. Alors, vous avez raison, moi le premier, mais commencez par le faire à deux peut-être, ou alors faites-le et puis... Alors, je sais pas, parce que je pense que si vous le faites et que vous avez des super abdos, ça pourra inspirer. Si vous le faites et que vous avez un physique pas super en forme, les gens vont se dire qu'est-ce qu'il nous fait celui-là. Mais c'est pas grave, le but est de le faire, de s'amuser et d'avoir des résultats. Donc voilà, 210 calories pour 30 minutes de travail, une petite mobilisation des graisses de réserve par l'action massante du cerceau. Moi, je trouve ça intéressant. Voilà, donc vous avez le lien si vous voulez aller lire un peu plus. Donc tout est en anglais, malheureusement. Les actus comme ça sont souvent en anglais. Mais vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, comme ça au moins ça vous donnera une idée de la pratique. Allez, on passe à l'article suivant. Donc, l'expertise universitaire, l'exigence journalistique. Donc, c'est The Conversation. Donc, c'est un article de Irène Margaritis, qui travaille à l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, professeur de physiologie, chef de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES. Donc, je sais pas si elle intervient pas aussi dans l'émission d'Ali Rebéi, Grand bien vous fasse, de temps en temps. Bon. Ils ont fait une enquête qui s'appelle l'illusion perdue des régimes amaigrissants. Et visiblement, selon une enquête nationale, 47% des femmes sans surpoids, donc 15% minces, IMC inférieur à 22, avaient suivi un régime dans l'année. Donc, comme le souligne un avis de l'ANSES de 2011, d'après une étude INCA 1K. Voilà. Donc, ils disent comment fonctionne un régime. Donc, ils disent la première illusion est la perte de poids initiale observée qui n'est liée qu'à l'utilisation du glycogène hépatique et musculaire, en l'occurrence notre stock d'énergie assez rapidement disponible sous forme de glucides, et à l'élimination d'eau qui est liée 9 grammes pour 1 gramme de glycogène. Alors, on n'était pas sur des chiffres aussi hauts à l'époque. Moi, j'avais pas ces chiffres là. C'était plutôt de l'ordre de 3 grammes. Pour faire 1 gramme de glycogène, il fallait 2,7 grammes d'eau. Mais bon, visiblement, il passe à 9 grammes. Il faudrait que je vérifie cette source. Préserver la masse musculaire, ils disent une autre mauvaise surprise est la fonte musculaire.
Alors ça, c'est vrai si on fait pas de sport, hein, mais logiquement, et si on a une mauvaise, une mauvaise nutrition, notamment au niveau des acides aminés. Alors même si même si le régime est qualitativement équilibré, la perte de masse grasse 75%, de l'ordre de 75%, s'accompagne d'une perte de masse musculaire de 25%. Ouais, mais bon, dans quelle configuration? C'est-à-dire que il y a des gens qui sont prêts à perdre ces 25% de masse musculaire étant donné qu'ils ont énormément de graisse à perdre. Donc 75% le ratio 75% de gras perdu et 25% de muscle, je trouve que le ratio est quand même favorable à la perte de graisse. Donc je sais que c'est pas, les gens veulent viser le 0% de masse musculaire perdue, mais c'est pas facile, hein. Même pour les bodybuilders, c'est pas facile, hein. Donc la masse musculaire est pourtant un acteur déterminant de la dépense énergétique de repos en contribuant fortement à la thermogénèse et ainsi à la dépense énergétique de repos. Oui, mais rien n'empêche après de refaire du muscle, hein. Donc voilà. Donc l'activité physique au-delà des calories. Alors au-delà du nombre de calories, ils disent dépensées, les effets physiologiques de l'activité physique sont à l'origine d'un cercle vertueux. Ça maintiendra une très grande partie de la masse musculaire à l'origine de l'utilisation de substrats énergétiques. En effet, plus on est physiquement actif, plus la dissipation de chaleur est élevée, y compris au repos. Oui, ben ça on le sait, bon, ça aide à réguler la glycémie, le métabolisme hormonal et énergétique, ok. Alors ils disent là, tous les régimes restrictifs par leur finalité conduisent de fait à des déséquilibres nutritionnels. Déjà, cette première partie me laisse un peu perplexe. Pourquoi ? Parce que un régime restrictif, souvent, est induit par une personne ou chez un individu, je parle pas des cas extrêmes, hein, d'anorexie et tout, mais souvent, il va s'installer chez des individus qui ont déjà un déséquilibre, ce déséquilibre qui les a conduits au surpoids. Donc, est-ce que le déséquilibre est basé sur ce qu'ils mangeaient avant ou sur ce qu'ils devraient manger tout court ? Faut pas oublier qu'un bon équilibre alimentaire est basé sur une approche, est basé sur un individu en forme. Je m'explique. Si par exemple, vous voulez faire au mieux pour votre forme physique, votre santé et tout, évidemment, vous n'allez pas être au régime, puisque le régime induit une carence, un catabolisme, etc. Vous n'allez pas être en prise de masse musculaire non plus, en prise de muscle en excès. Pourquoi ? Parce que il y a les facteurs de croissance et tout, on sait que c'est pas fun pour la longévité, et on sait également que ce qu'on disait tout à l'heure, les 75% de gras perdus et les 25% de muscles perdus au régime, le ratio est un peu différent, mais il est presque du même ordre. Enfin non, il n'est pas du même ordre, je veux dire, mais il est aussi présent quand on fait une prise de poids, c'est-à-dire même une prise de masse musculaire. Il y a toujours un peu de gras qui est pris. Donc forcément, une approche saine et équilibrée serait plutôt sur un individu ayant un poids de forme qui souhaiterait le maintenir. Mais cette approche alimentaire-là, malheureusement, et c'est bien malheureux, ne fonctionne pas pour perdre du poids. Puisque si elle fait maintenir le poids, elle peut pas faire perdre du poids. Voilà. Donc forcément, quand on doit tomber quelques kilos, on est obligé parfois de sortir un peu de ce qui est l'optimal et l'optimum pour la santé. Mais c'est parfois un mal nécessaire, parce que sans celui-là, on va rester dans un mal permanent qui sera celui du surpoids. Et qu'est-ce qui est le plus risqué ? De se mettre un peu hors norme pendant quelques semaines, voire quelques mois pour atteindre un poids de forme, ou rester toute sa vie en surpoids. Et là, on sait que c'est avéré aujourd'hui que c'est pas bon pour la santé de rester en surpoids. Toute personne en surpoids est un malade qui s'ignore, hein. Moi, c'est ce que j'aime bien dire. On ne peut plus dire aujourd'hui, il faut arrêter de croire qu'il y a des gens en surpoids et en bonne santé. C'est faux. Ce sont des règles sociales, ce sont des règles morales qu'on veut essayer de faire croire aux gens, mais ça n'est pas vrai. Et malheureusement, je suis toujours déçu de voir qu'on continue à véhiculer ce genre de dialogue. Ce qui n'est pas la même chose que l'acceptation en tant qu'individu. On accepte, quel que soit l'individu, il mérite autant le respect qu'il soit en sous-poids, en surpoids, en poids de forme, peu importe. Ça, on est d'accord. Mais au niveau de la santé, tous les individus ne se valent pas. Et c'est là où il faut faire la nuance et faire une distinction. Parce que sinon, ça conduit les gens à penser qu'ils peuvent être à la fois en surpoids et en bonne santé, parce qu'aujourd'hui, le surpoids, il faut l'accepter, etc. C'est la vision du surpoids qu'il faut accepter dans le quotidien. Ça, je suis d'accord. Mais la santé liée au surpoids n'existe pas.
Toutes les études et tous les médecins sont relativement d'accord pour le dire. Et d'ailleurs, beaucoup de pathologies, diabète, hypertension et tout, très souvent, les réflexes qui sont donnés par les médecins, c'est faites un peu attention à votre alimentation, essayez de faire un peu plus de sport. Donc on peut essayer d'éviter d'atteindre ça et de s'y mettre tout de suite, en fait. Bref. Donc ils disent à cela s'ajoute un paradoxe, l'effet parfois spectaculaire à court terme de ces régimes masque le risque sanitaire majeur et la reprise de poids quasi systématique. Dans 80% des cas, 1 an après le régime et 95% des cas dans un délai de 5 ans. Ce constat en fait une question de santé publique toujours d'actualité en 2022. Donc en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que l'effet des régimes yo-yo est valable dans 80% des cas, dans la première année, donc le poids revient, et 95% dans les 5 ans. Ce qui est, pour moi, un échec de tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les régimes, les bouquins, tout ça, c'est un échec. On voit bien que c'est un échec. Je suis désolé, mais 95% du poids repris chez les individus dans les 5 ans, chez 95% des personnes, dans les 5 ans, c'est un échec. Donc là, il conclut l'article, si des régimes restrictifs sont pratiqués sans identification des causes du surpoids, la perte de kilos sera suivie de leur reprise. Or, avec la baisse du métabolisme énergétique induite par la restriction, manger autant conduira dès lors à une prise de poids au-delà du poids initial. Oui, ça c'est le régime yo-yo surcompensé, ce qui conduit en retour à la répétition des régimes. Ce phénomène est à l'origine de l'effet yo-yo avec un point haut en augmentation après chaque épisode. Ces régimes restrictifs vendus pour la perte de poids sont à l'origine même de la prise de poids. Je suis pas d'accord avec ça. Alors pour éviter qu'il ne s'installe, une très bonne parade est l'activité physique qui va agir comme un régulateur à de multiples égards par le rôle physiologique et psychologique qu'il peut jouer et qui est bien documenté. Je suis d'accord avec l'activité physique, mais il faut faire attention, Irène Margaritis, à ça, dans le sens où il y a beaucoup de personnes après qui vont voir le sport comme une pilule magique. C'est-à-dire qu'ils vont trop en attendre du sport et faire du sport sans faire trop attention à ce qu'on mange, effectivement, ça aura des effets, mais des effets assez minimes. Et encore une fois, selon les individus, si ce qu'ils mangent n'est pas bon, ils peuvent ne pas avoir forcément d'effets positifs. Et donc, du coup, le sport, ils vont remettre en question l'efficacité du sport et se dire, moi, chez moi, j'ai essayé de faire du sport, ça ne marche pas. À mon avis, moi, la clé, c'est de l'ordre comportemental. C'est-à-dire qu'il faut changer le discours qu'on a sur une alimentation équilibrée, sur le manger de tout, etc. On dit aujourd'hui que la bonne façon de vivre, c'est de manger équilibré, un peu de tout, d'avoir un poids de forme et de bouger un peu. Sauf que si on dit ça, ça veut dire qu'on accepte qu'on peut manger régulièrement des croissants, de la pâte à tartiner, des plats transformés, et également des légumes, etc. On parle tous, et je pense que n'importe quel expert en nutrition sera d'accord, on parle tous avec un biais qui est que nous, on sait plus ou moins qu'est-ce qu'est une alimentation saine. Et quand on dit aux gens de faire attention, de manger équilibré, on pense qu'ils ont, comme nous, un certain bagage de connaissances là-dessus, ce qui n'est pas le cas. Pour beaucoup de personnes, et j'en parle autour de moi, pour beaucoup de personnes, un plat de spaghetti bolognaise, c'est un plat sain. Pour beaucoup de personnes, quand ils disent il faut manger des aliments non transformés, pour eux, des pâtes sont des aliments non transformés. Il n'y a pas des pâtières, hein. Il y a des rizières par contre, mais pas des pâtières, hein. Ça n'existe pas, hein. Les pâtes sont retouchées, c'est une fabrication de l'homme, hein. C'est un aliment transformé. Donc, partant de là, ils n'ont pas cette éducation. Donc, on peut travailler sur l'éducation par divers moyens, j'imagine, mais je pense que c'est surtout de la compréhension. C'est-à-dire que de faire croire aux gens qu'il y aura un moment où ils pourront revenir à leurs anciennes habitudes et que tout ira bien, c'est faux. À un moment donné, il faut leur dire, écoutez, vous avez bien profité de votre vie, c'est cool, vous avez mangé ce que vous voulez, par contre, voilà le résultat aujourd'hui. C'est pas de votre faute, tout autour de vous vous a dit de fonctionner comme ça. Votre cercle social, les publicités, les reportages que vous avez pu voir, les articles que vous avez pu lire, vous ont fait voir d'un côté un régime, de l'autre côté une alimentation normale.
Sauf que cette alimentation normale n'est pas normale. En tout cas, elle est normale pour prendre du gras. Donc ça, c'est la norme pour prendre du gras, mais elle n'est pas normale pour maintenir la forme. Donc il faut vraiment travailler sur l'aspect psychologique. Et il faut oser aller dans une zone difficile qui est de vous dire, peut-être que vous ne pourrez plus manger comme avant, des pâtes à tous les repas, du pain à tous les repas, du sucre dans votre café à chaque fois, etc. Si vous le faites, il faut accepter que le surpoids va revenir. C'est pas facile, parce que pour beaucoup de personnes, mais moi j'ai pas envie, ils vont dire. Oui, mais c'est ce que j'appelle, moi, la balance du désir et de l'inconfort. C'est-à-dire que vous avez plus d'inconfort à vous passer de ce que vous aimez, que de vous voir en mauvaise santé et pas agréable à l'œil dans le miroir. Parce que souvent, quand on veut faire un régime, c'est ou pour la santé, ou parce que le reflet qu'on a dans le miroir, on se dit c'est pas nous, quoi. Donc cet inconfort-là est moins inconfortable que de vous passer de tout ce que vous aimez. Et tant qu'il y aura cette compétition qui sera remportée par l'alimentation que vous aimez, au goût, donc toutes les choses qui vous ont ramené au surpoids par exemple, si cette compétition est remportée par ça, c'est pas bon. Donc il faut travailler sur ça. Pourquoi vous avez autant besoin de ça? Et moi je pense que tous les articles sont liés, que c'est pas pour rien que la dépression augmente et que le mal-être augmente et qu'en même temps le surpoids augmente, parce que la nutrition est un très bon moyen universel de se faire plaisir. C'est-à-dire que peu importe vos goûts, on a tous la possibilité et on a tous son propre aliment réconfortant. Pour certains, ça va être une pâtisserie, pour d'autres, ça va être un plat en sauce, pour d'autres, ça va être un bonbon, pour d'autres, ça va être, un paquet de chips. On a tous quelque chose qui, immédiatement, quand on le met en bouche, ça nous fait du bien. Et ça, en fait, malheureusement, peut-être qu'il faut plus travailler sur alors je vais pas dire le bonheur, parce que moi je suis plus de la philosophie d'André Comte-Sponville qui dirait que faut arrêter d'être à la recherche du bonheur. Être heureux, en fait, c'est juste l'absence de malheur. C'est pas un état au-dessus de celui de la vie de tous les jours. C'est simplement le bonheur. En fait, il faut avoir été malheureux une fois dans sa vie pour comprendre ce qu'est le bonheur. Moi, je suis assez d'accord avec ça. On a tendance à surévaluer le bonheur quand on n'a pas vécu de grands malheurs, mais quand on a vécu un ou plusieurs malheurs, des périodes difficiles, on se rend compte qu'un état de bonheur, c'est simplement l'absence de malheur. C'est quand même agréable de vivre sans malheur, donc du coup, on peut dire que c'est plutôt le bonheur, quoi. Et d'essayer de travailler là-dessus. Alors pourquoi pas faire plus de philosophie, faire plus de j'en sais rien en fait, hein. Mais c'est pour ça que moi je parle énormément de style de vie et de mental sur mon site, parce que je vois bien que effectivement, il faut des bases en nutrition, il faut des bases en sport. Nous, c'est le monde du fitness, donc savoir comment travailler des abdos, des biceps, des pectoraux et tout, c'est notre truc. Il faut des bases en nutrition. Et d'ailleurs, les nutritionnistes sont relativement d'accord pour dire que dans le monde de la muscu, on est très pointu sur le sujet. Mais il faut aussi travailler sur l'approche de la vision philosophique de la vie, de la vision d'essayer de comprendre en fait pourquoi on reprend ce poids et pourquoi on se dirige vers ces aliments-là. Qu'est-ce que ça cache en fait? Qu'est-ce que ça traduit chez nous? Voilà. Donc voilà pour ces notions sur cet article. On passe à la suite. Alors, est-ce que vous vous qualifiez en forme? Est-ce que vous êtes en forme? Eh bien, il y en a qui se sont penchés sur la question pour savoir, êtes-vous en forme pour votre âge? Donc là, c'est quel que soit l'âge, hein, moi je dirais, il n'y a pas forcément de notion d'âge, etc. Mais voilà quelques citations. Donc ils disent en introduction, l'exercice ne peut pas effacer les années. Donc ça veut dire, alors c'est de la traduction anglais-français encore une fois, donc ce sera pas forcément très audible, mais bon. Donc ils disent, donc le sport, il peut certainement aider à contrer un petit peu les effets du vieillissement. Donc à mieux les tamponner, sans les freiner. Les freiner, voilà. Freiner, c'est bien. J'aime bien le mot freiner. Parce que freiner veut pas dire stopper. En fait, être en bonne forme physique est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé physique et mentale. Alors, les Américains, les Anglo-Saxons sont beaucoup plus au fait de la sphère mentale, de l'effet mental sur le sport
qu'en France. En France, les chercheurs le savent, les experts le savent, mais le grand public ne le sait pas encore. C'est-à-dire que sport, mental, à part se sentir bien après une séance de course à pied, ils n'ont pas trop la notion long terme des effets du sport. Donc ils disent aussi que la forme physique aide à réduire le risque de maladies chroniques et à baisser la tension artérielle et peut réduire les symptômes d'anxiété et de dépression chez certaines personnes. Et en fait, si vous êtes en forme, ils disent, vous pouvez vous efforcer d'avoir la santé de quelqu'un qui a 10 à 15 ans de moins. Quand même sympa. Mais que signifie exactement s'adapter? Il s'avère que c'est un terme large avec plusieurs significations, etc., etc., etc. Et cela signifie être capable d'avoir la force musculaire, l'endurance, la puissance, la mobilité articulaire et la flexibilité globale nécessaire pour effectuer des tâches ou des activités physiques sans fatigue excessive ni effort extrême. Donc, est-ce que ça vous concerne? Est-ce que vous vous sentez capable aujourd'hui, ou si quelqu'un un jour se dit « j'aimerais me mettre en forme », il faut lui dire « en fait, la forme, pour te sentir en forme, ça signifie que tu te sens suffisamment fort pour ta vie de tous les jours, donc force physique, suffisamment endurant pour, par exemple, si on te dit tiens, on va faire une rando, suffisamment puissant. Bon, j'imagine si tu dois faire du canoë et que tu as une petite accélération à faire, est-ce que tu as la puissance nécessaire? La mobilité articulaire pour, je sais pas, faire un jeu qu'on appelle, comment ça s'appelle? Vous savez, c'était le Twister? Vous savez où on mettait les mains sur les couleurs là? J'en ai un d'ailleurs, un petit jeu comme ça. Est-ce que vous avez la mobilité pour pouvoir jouer avec votre enfant, votre chéri, peu importe, ou même de danser, tout simplement. La flexibilité globale. Est-ce que vous arrivez encore à lasser vos chaussures correctement sans vous défoncer le bas du dos? D'ailleurs, faut plier les genoux. Nécessaire pour effectuer des tâches ou des activités physiques sans fatigue excessive ni effort extrême. Donc, si vous êtes capable de faire ce genre de choses sans fatigue ni effort extrême, eh ben, vous êtes en forme. Si quand vous faites un déménagement, le lendemain, vous n'êtes pas sur les rotules, c'est bon signe, en gros. Explique, alors, Cheatham, j'imagine que c'est comme ça qu'on le prononce. Et ce qu'il faut pour vous mettre en forme, voilà ce qu'ils disent, c'est le plus faisable que vous ne le pensez, blablabla. Les dernières directives d'activité physique du gouvernement américain pour les Américains expliquent tout. Alors, ces directives fournissent un modèle d'exercice général pour la plupart des individus et tout le monde devrait s'efforcer de respecter ou de dépasser leurs recommandations. Selon les directives, les adultes doivent faire. C'est pas devraient, c'est doivent. Eux, ils sont affirmatifs, quoi. Au moins entre 150 à 300 minutes d'exercice d'intensité modérée, comme la marche rapide ou le ratissage de votre jardin. Oui, ça revient au cerceau de ce que je disais tout à l'heure, mais si vous passez la journée dans le jardin, d'ailleurs, j'ai écouté une interview. Sachez une chose, c'est que quand vous travaillez la terre avec vos mains, il y a des substances qui pénètrent la peau, au niveau de l'épiderme là, et ça aurait une petite action sur je sais pas quel mécanisme qui joue sur la sérotonine, et c'est pour ça que ça vous fait du bien. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je travaille la terre, je me sens tellement bien que j'ai même pas besoin d'écouter un podcast en même temps ou quoi, mais quand je travaille mes aromates, la menthe, en ce moment cette année c'est ça, ou des petites des plantes des fleurs que j'ai plantées, etc., les mains dans la terre, je me sens bien. Et visiblement, il y a une action directe avec la sérotonine, donc le fait de mettre les mains dans la terre. Bref, donc ratissez votre jardin. De faire des activités comme ça, ou même, j'irais pour vous dire, faire le repassage, le ménage et toutes les activités, ou de la marche rapide, donc 150 à 300 minutes. De ça, d'intensité modérée, ou 75 à 150 minutes d'exercice d'intensité vigoureuse, comme la course à pied ou un cours de fitness intense. Alors tout ce que je viens de dire, c'est chaque semaine. Donc ça, c'est le minimum qu'il dit, cherchez même à le dépasser. Mais ça, c'est le minimum syndical, en fait. Ensuite, des activités à ça s'ajoutent les activités de renforcement musculaire pour tous les principaux groupes musculaires 2 jours ou plus par semaine. Donc ça passe des mollets aux trapèzes, aux lombaires, aux pectoraux, aux biceps, aux triceps, aux avant-bras, aux quadriceps, c'est tout. C'est pour chacun des groupes musculaires.
Enfin, ils disent les principaux groupes musculaires, eux, mais qu'est-ce que ça, les principaux groupes? Pour moi, on va dire que c'est ce que je viens de citer. Après, c'est sûr qu'on peut un peu négliger peut-être le muscle du petit doigt, ou alors il parle vraiment du dos des jambes, quoi, et des pectoraux. Mais je pense pas, parce qu'il c'est pas axé bodybuilding là. Donc, et encore une fois, faut faire attention. On a un biais de bodybuilder, nous. Un biais de fitness, en fait, qui serait que les principaux groupes seraient les pecs, le dos, les cuisses, en gros. Sauf que je pense qu'eux, ils mettent quand même les bras dedans, comme groupe musculaire. Nous, on pense à gros groupes musculaires et petits groupes musculaires, mais je pense pas que dans le discours des médecins et tout, ça soit la même chose, quoi. Donc, ils disent que cela réduira votre risque de nombreux problèmes de santé, etc. Donc, vous perdez en fait environ 3% à 5% de muscles par décennie après avoir atteint l'âge de 30 ans. Donc, si ça peut vous pousser à vous mettre à la muscu maintenant, dites-vous une chose, c'est qu'à l'âge de 30 ans, vous avez encore un très bon capital de masse musculaire, cherchez à le maintenir. Et le pic de masse osseuse, vous l'atteignez entre 17 et 30 ans, et vous commencez à le perdre rapidement après 50 ans. Donc, je sais que j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient « Est-ce que tu penses qu'après 30 ans, ça sert à quelque chose de s'y mettre ?» Non, mais il n'y a pas d'âge, en fait. Peu importe l'âge auquel vous allez vous mettre, à l'effort physique, à la musculation, il y aura toujours un gain. Donc, démarrez tout de suite, quoi. N'attendez pas. Surtout, il y a ce qu'il disait, c'est qu'il y a ce côté de paraître 10 à 15 ans de moins avec l'effort physique. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que plus vous avancerez en âge, plus vous allez commencer à vous comparer aux autres, plus du tout pour les mêmes raisons qu'avant. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes en forme physique et en forme esthétique, entre guillemets, selon les critères que vous vous êtes fixés, vous vous rendrez compte que les angoisses que vous aviez par le passé, qui étaient d'enlever votre t-shirt au bord de la piscine parce que vous étiez en surpoids ou trop maigre, deviennent des gènes de culpabiliser les autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi j'ai 35 ans, quand parfois je me retrouve en bord de piscine avec des proches ou d'autres personnes, je peux avoir une certaine gêne qui s'installe parce que, alors évidemment, je sais que le physique ne fait pas tout, et que je suis pas parfait, loin de là, mais que quand on a à côté de soi quelqu'un qui est plus jeune, par exemple qui a la petite trentaine ou 25 ans et qui a un bide à bière et qui est avec sa nana à côté de vous et que vous allez pour vous baigner, vous enlevez le t-shirt et que vous avez 5 ans ou 10 ans de plus que lui et que vous avez des abdos, etc., il y a une petite gêne qui s'installe où... alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien en jouer, mais ça peut créer une gêne aussi. Donc, et ça, c'est malheureusement... ça se vérifie, je vous le dis, parce que j'en ai parlé un peu autour de moi. Et c'est vrai que cette anxiété, vous verrez souvent les gens quand ils sont très en forme, ils se mettent assez peu souvent torse nu. Ceux qui se mettent torse nu rapidement, c'est ceux qui ont 2 mois de muscu, quoi. Ils savent plus d'où ça vient, ils ont les bras qui commencent à pousser sur les côtés, là, les ailes de chauve-souris, et ils marchent les bras écartés, torse nu, bon voilà, ils sont fiers d'eux, ils sont contents. Mais après, quand vous avez la forme qui s'installe, vous avez une certaine pudeur aussi qui s'installe avec ça, et même une certaine gêne, parce que vous le voyez bien qu'autour de vous, les gens sont globalement en mauvaise forme physique, qui font pas assez d'exercice, qui sont malheureusement éduqués avec des mauvais repères nutritionnels, etc., et que le surpoids s'est installé avec les années, même chez les personnes qui étaient minces à la base, et il y a on garde le t-shirt, quoi, ou on le remet rapidement en sortant de l'eau. Voilà. Bon, c'est comme ça. Après, c'est une pudeur. Est-ce que c'est normal, pas normal? Est-ce que là, on devrait dire aussi, vous devriez vous accepter comme vous êtes? Je sais pas, parce que est-ce que c'est bien de montrer du doigt presque sans le faire à ceux qui sont en surpoids que c'est possible à arriver même après 30 ans à être en bonne forme physique? Parce que pour beaucoup, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui est plus possible dans leur tête. Enfin bon, voilà. Bon, j'en reste là pour cette partie. Alors, est-ce que vous voulez connaître la méthode fiable de prise de muscle chez le personnel militaire? Une prise de masse, est-ce que j'ai appelé prise de masse la méthode fiable de l'armée?
Et en fait, c'est un long article que j'ai récupéré, que j'ai dû payer d'ailleurs, parce que c'est une revue scientifique très chère. Pour un article en PDF, j'ai dû payer vraiment relativement cher, mais c'est mon travail, donc il n'y a pas de problème. Alors je voulais synthétiser, je voulais orienter fitness, j'ai récupéré ce qui était intéressant pour nous à mettre dans les habitudes de vie. Mais c'est vrai que pourquoi je me suis intéressé à ça, parce que ça soit les athlètes de haut niveau ou les militaires, ce sont pas des gens qui ont du temps à perdre avec des méthodes hasardeuses pour prendre de la masse musculaire. Ils n'ont pas le temps, si vous voulez, de tester des trucs parce que c'est plus confortable. Non, eux, ils regardent ce qui fonctionne, ce qui est documenté, ce qu'ils peuvent appliquer, ce qui fonctionne le plus rapidement, le plus efficacement, etc. Que ça soit au niveau nutrition et au niveau exercice. Et donc, comment font les militaires pour gagner, alors de mémoire, c'est 450 grammes de muscles par semaine. Eh ben, je vous ai fait tout ça. Vous avez le lien dans la description, vous avez tout. Donc c'est en 7 points, vous avez le PDF, le cours vidéo, vous avez tout pour comprendre la méthode qu'ils appliquent pour gagner ces 450 grammes de muscles par semaine. Voilà. Donc allez voir, le lien est dans les notes de ce podcast ou par email si vous avez le podcast qui vous arrive par mail, et on se retrouvera de l'autre côté pour le cours en vidéo et avec les recommandations en PDF. Voilà. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Allez voir tous les liens que j'ai cités dans les notes et on se retrouve prochainement pour la suite. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.